Les tests antigéniques. Les tests antigéniques, donc, d'abord, on a fait un sondage, et merci à tous ceux qui ont répondu. Vous avez été pratiquement 5000 à répondre en démarrant le dimanche dernier, donc merci. On avait déjà eu plus de réponses dans la soirée de dimanche, alors qu'on avait lancé ça à 14 heures. Donc, merci de l'avoir fait. Merci à ceux qui ont réalisé ce test le dimanche. Hein, Bénédicte, merci du boulot. Donc, on avait 80% des pharmacies qui avaient décidé de commander les tests pour pouvoir ou les faire ou les délivrer aux autres professionnels de santé. Donc, il n'y avait pas un refus de la part des pharmaciens de référencer les tests antigéniques. 40% des équipes officinales qui voulaient réaliser des tests s'étaient déjà formées et 42% des pharmacies vont réaliser les tests très rapidement dans les prochains jours. Donc, je dirais en quelques heures, les pharmaciens se sont mobilisés et ont compris l'importance des tests antigéniques. Alors, je vais faire un petit rappel là-dessus sur la stratégie. C'est quoi la stratégie? La stratégie, elle est simple. C'est qu'on a la chance d'avoir des tests fiables, des tests qui permettent d'avoir un résultat dans les 15 minutes, d'avoir accès à ces tests sans prescription. Donc, ça permet de donner une réponse aux patients qui se font tester très rapidement. Et l'intérêt de donner une réponse rapide, c'est que ça permet aux personnes, si elles sont testées positives, eh bien, de se mettre dans une disposition d'isolement avec les masques pour arrêter les chaînes de contamination et d'aller chercher des patients en contact pour eux aussi qui se faire tester et là aussi casser les chaînes de contamination. Donc la stratégie, elle est claire de la part du pouvoir public. Je fais confiance aux pharmaciens, aux infirmiers, aux médecins pour multiplier les sites de tests de dépistage parce que ces dépistages vont être utiles pour casser le plus rapidement possible les chaînes de contamination. Et on voit quand on se projette dans quelques semaines, cette stratégie va être très utile pour la période de déconfinement. Sous quelles conditions on déconfine le pays? Et les tests, là, vont permettre de savoir les personnes qui peuvent reprendre une activité normale, en respectant les gestes barrières, bien évidemment, et toutes les règles de distanciation sociale et de port de masque. Mais on va pouvoir dire peut-être que dans certaines régions, c'est plus difficile parce que le taux de contamination reste trop élevé. On n'a pas réussi à dépister les personnes. Donc, c'est une stratégie qui n'est pas une stratégie pour quelques semaines, c'est une stratégie d'avenir. Et pour les prochaines étapes, pour ce qui va permettre au pays de refonctionner normalement. Donc voilà, c'est un enjeu majeur qui est confié à nos trois professions de santé. Oui, l'hôpital se mobilise. Oui, l'hôpital est dans une situation critique. Oui, lui aussi a des règles dérogatoires pour ouvrir des lits de réanimation, etc. Oui, et la ville est aussi mobilisée. Et là, les tests antigéniques, ça met de la visibilité sur la mobilisation de l'équipe de soins primaires, médecins, infirmiers, femmes. Donc c'est très important d'avoir cette stratégie de répondre présent, les pharmaciens, à ces tests antigéniques, même si ce n'est pas facile. Alors, dans les points qui sont importants, d'abord, il faut se former. Alors, c'est pas facile de se former parce que, bien sûr, le présentiel est compliqué. Donc, il y a une partie e-learning qui permet de connaître les conditions de réalisation de ces tests, l'organisation dans l'entreprise, l'équipement, donc bien sûr c'est masque FFP2 sur blouse, Charlotte, lunettes et gants, la formation sur la réalisation du test lui-même, tout ça effectivement peut se faire en e-learning, y compris la présentation des résultats. Et le geste, les prélèvements nasopharyngés, puisque c'est que un prélèvement nasopharyngé, c'est un geste qui n'est pas compliqué, mais qui nécessite de l'apprentissage. Donc, on a mis à disposition l'URPS Île-de-France, l'URPS Hauts-de-France, l'URPS Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et Corse ont déjà mis à disposition dans les régions
de nez artificiel, que j'avais présenté l'autre fois, qui permet de s'entraîner. Mais après, il y a aussi l'entraînement sur ses pairs, supervisé par un autre professionnel de santé qui a déjà fait ce geste. Et ça, c'est important. Je vois aujourd'hui un démarrage très fort en Ile-de-France où l'URPS forme entre 70 et 80 pharmaciens et préparateurs par jour. Les Hauts-de-France ont démarré avec l'université. Je sais que déjà, il y a eu une formation en Auvergne-Rhône-Alpes et également en Bourgogne-Franche-Comté où les salles sont pleines. Besançon, je crois qu'il y a 60 pharmaciens qui sont déjà, ou professionnels qui sont déjà inscrits. Donc ça va très vite. Ça, c'est important d'apprendre ce geste. Parce qu'on sait que la qualité du prélèvement fera la qualité du résultat. Si on ne fait pas un prélèvement au fond nasopharyngé, le résultat peut être aléatoire. Et vous savez que nous, on ne peut pas se permettre de ne pas réaliser un test correct, au-delà, bien sûr, du risque vis-à-vis du patient, parce que voilà, il faut que le patient se sente en sécurité et qu'on puisse le faire dans de bonnes conditions. Donc pour la formation, la NDPC, pour les pharmaciens, a décidé de ne pas prendre en charge, puisqu'il considère que cet apprentissage, ça peut se faire en 5-10 minutes, et ça ne fait pas l'objet d'une formation. Par contre, l'OPCO, entreprise de proximité, lui, le prend en charge jusqu'au 30 novembre. Donc voilà, n'hésitez pas à solliciter avec des organismes de formation cette prise en charge. Chaque fois que l'on va faire, qu'on va s'organiser pour faire ces tests antigéniques, il faut qu'il y ait un protocole qualité dans l'entreprise. On a mis à votre disposition, on a travaillé avec l'ordre des pharmaciens, ce protocole qualité qu'on réactualisera au fur et à mesure est à votre disposition sur le site de l'USPO et également sur le site de l'ordre des pharmaciens et je pense sur le site de l'ordre syndicat, bien évidemment. Donc vous devez remplir ce protocole et voir ce qu'il faut adapter par rapport à l'organisation de votre entreprise. Quels sont les patients éligibles au test? Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, les patients que l'on doit tester, ce sont des patients symptomatiques. C'est la priorité. Et dans les patients symptomatiques, sont exclus les personnes qui ont plus de 65 ans et les personnes qui ont des risques de comorbidité. Donc, dans les risques de comorbidité, il y a toutes les pathologies cardiovasculaires, il y a le diabète qui n'est pas équilibré, il y a toutes les pathologies chroniques, y compris d'ailleurs l'apnée du sommeil, l'insuffisance rénale. Toutes ces, je ne vais pas les citer toutes ces ces exclusions, ces critères d'exclusion sur ces risques de comorbidité, vous les retrouvez sur le site de l'USPO, qui permet de faire le questionnaire auprès du patient. Également, le troisième trimestre de grossesse. Donc voilà, aujourd'hui, ce qui a été priorisé par les pouvoirs publics. Et on sait qu'il y a un flou sur les asymptomatiques. Donc sur les asymptomatiques, pour l'instant, ce qui est dit, c'est à l'occasion de dépistage, voilà, une maison de retraite où il faut pas dépister les patients, puisqu'ils sont plus de 65 ans. Donc ça relève du PCR. Mais par exemple, le personnel, il faut avoir une réponse dans le quart d'heure. Eh bien, c'est possible. Une école, une entreprise, un lieu où l'ARS demande ce qui est des dépistages rapides, même si les personnes sont asymptomatiques, eh bien, les pharmaciens sont habilités à le faire. Pour les autres asymptomatiques, eh bien, théoriquement, ce n'est pas la priorité. Donc, on demande ce que veut dire la non-priorité. Est-ce que c'est totalement interdit ou est-ce que c'est simplement pas prioritaire? Et puis, dans cette période d'hiver, quand un patient va vous demander est-ce que vous êtes symptomatique ou pas, touche un petit peu, il devient symptomatique. Hein. Donc, là, on demande clarification. On demande clarification également sur les voyages. On sait que pour aller, par exemple, dans les DOM, il faut être dépisté avant de prendre l'avion.
et que les tests antigéniques sont considérés comme un test valable pour prendre l'avion. Donc, est-ce qu'on attend que la personne se retrouve à l'aéroport où on va faire ces tests, ou est-ce qu'on peut les dépister, nous, à l'officine, avant qu'ils se rendent à Orly? Je pense que ça va être possible. Mais là aussi, on demande une clarification, une prise de position, et on attendait l'arrêté cette semaine, donc celui-là n'est pas sorti, et je pense qu'il sortira certainement mardi matin, et on aura cette. Il y avait également dans les critères le fait que les laboratoires ne puissent pas réaliser ces tests dans les 48 heures. C'est un critère qui n'est pas tenable. Et je pense qu'il va disparaître. Parce qu'on ne va pas contrôler, nous, si le patient a téléphoné, s'il a eu une réponse, c'est pas possible. Donc, ça, ce critère va certainement sauter. Le critère, pardon, j'ai oublié, dans les symptomatiques, il faut bien sûr que les symptômes soient dans un délai de 4 jours. Si les symptômes sont au-delà de 4 jours, ça relève du PCR. La charge virale dans la sphère nasopharyngée peut avoir baissé. Donc, il faut avoir le système PCR qui va amplifier le résultat. Il n'y a pas besoin d'ordonnance pour faire ces tests. Et ces tests sont pris en charge intégralement par l'assurance maladie en tiers payant. Et sur les patients symptomatiques, en ayant exclu la population de plus de 65 ans et celle qui est à risque de comorbidité, il n'y a aucun besoin de confirmation par un test PCR. Si demain, les critères s'élargissent et qu'on peut prendre les personnes de plus de 65 ans, eh bien là, il y aura, pour un résultat négatif, une confirmation certainement par PCR. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait, on attend l'arrêté. Qu'est-ce qui se passe après, une fois que vous avez fait le test? Donc, c'est une personne qui était symptomatique, qui toussait, qui éventuellement avait de la fièvre, etc., qui avait la perte de bras, voilà, une série de faits comme ça. Vous dépistez, c'est positif. Eh bien, je parlerai de l'enregistrement tout à l'heure. Vous devez demander au patient de s'orienter vers son médecin, le prenne en charge. Vous allez pouvoir immédiatement lui délivrer les 30 masques parce qu'il est positif. Et vous allez pouvoir lui rappeler qu'il doit s'isoler et qu'il doit bien évidemment être dans une pièce à part, y compris dans le et que ce confinement va durer 7 jours en prenant toutes les précautions, bien évidemment, de ne pas manger avec sa famille et de faire très attention à tous les surfaces qui vont être touchées en commun, pour qu'elles soient nettoyées régulièrement pour éviter la contamination. Donc, notre travail de conseil. Si le patient est négatif, il était symptomatique, eh bien, on va lui demander de contacter son médecin en lui donnant le résultat Covid négatif. Alors, si c'est juste un petit peu mal de gorge, on peut le prendre en charge. Si c'est beaucoup plus important, eh bien, on peut lui conseiller de voir son médecin. Donc voilà pour le test en lui-même, la réalisation du test, elle est très facile. Hein. Voilà, une fois que vous avez fait le prélèvement, vous mettez dans une éprouvette où au préalable vous avez mis un certain nombre de gouttes de tampons. Vous allez remuer les couvillons dans cette solution tampon, la tourner 5 ou 6 fois, 6 fois, ça va dépendre du protocole. Et vous allez retirer les coupillons en les saurant bien, puisque ces éprouvettes sont en plastique, mettre un petit bouchon compte-gouttes, et vous allez avoir, pour certains, moins d'un quart d'heure pour mettre des gouttes sur la chromato et laisser tourner la chromato, et vous allez voir, les résultats arrivent très très vite, hein, mais en un quart d'heure, c'est lu. Voilà, donc c'est très simple. Une fois que vous avez fait ce travail, jusqu'aux alentours du 10 novembre, vous ne pouvez pas enregistrer sur la base SIDEP. La base SIDEP, c'est la base du système d'information de dépistage. Réservé aux biologistes,
Donc maintenant, ça va être ouvert aux médecins, aux pharmaciens et aux infirmiers. Cette base SIDEP, tant qu'elle n'est pas ouverte, et on est en train d'écrire le tutoriel pour la procédure d'inscription, eh bien, vous devez enregistrer pour l'instant le résultat positif sur la messagerie sécurisée qui est mise à votre disposition par l'assurance maladie. Donc, c'est une messagerie sécurisée régionale ou départementale. On a déjà les sites enfin, les adresses de ces messageries sur le site de l'USPO. Donc, si ça ne fonctionne pas, vous nous le dites. Si ça ne fonctionne pas, éventuellement, il y a un numéro d'appel pour compenser la non mise à disposition de cette messagerie. Et le numéro a été très vite saturé et ils l'ont renforcé. Donc, privilégier la messagerie sécurisée et ensuite le téléphone va nous être embêté. Donc, dans cette première période, les premiers quelques jours, jusqu'aux alentours du 10 novembre, on ne va enregistrer et signaler que les cas positifs pour déclencher derrière le tracing patient et éventuellement l'arrêt de travail pour cette personne qui a été déclarée positive. Quand on aura la base SIDEP accessible, là on enregistre tous les résultats, à la fois des positifs et à la fois, bien sûr, qui peut faire les prélèvements. Il y a eu, je ne sais pas pourquoi, une polémique cette semaine en disant les préparateurs ne sont pas autorisés. Bien sûr qu'ils sont autorisés. Ils sont autorisés pour tous les patients qui sont éligibles aux tests de dépistage. Préparateurs, pharmaciens, étudiants en pharmacie, étudiants en médecine, étudiants en infirmière. Voilà, il n'y a pas de débat. Je ne sais pas pourquoi il y a eu une polémique. C'est idiot. Ça crée du trouble. Concernant il y a eu un débat par contre sur la rémunération des préparateurs. On a été très surpris de voir ce débat arriver en commission paritaire avec les salariés. La FSPF, en fait c'est M. Bessé, c'est pas la FSPF, je pense que c'est plutôt M. Bessé, qui a proposé aux préparateurs d'être rémunérés à chaque prélèvement d'une certaine somme. Nous, on a été très surpris de cette curiosité, de cette démarche personnelle de la part de M. Bessé. Et bien évidemment, nous, on a dit qu'on était défavorable. Quand on a un statut de salarié, on est payé avec son salaire et pas à la tâche. On n'est pas une profession indépendante quand on est une profession de salarié. Donc si on commence à faire ça chaque fois qu'il y a une mission nouvelle, de dire alors on négocie combien pour celui qui fait la vaccination, la délivrance d'une ordonnance où il y a une personne âgée, un TROD, que ce soit un TROD sur l'angine, un TROD, etc. Il y a après des revalorisations salariales, une négociation salariale par rapport à l'évolution de l'entreprise, par rapport à l'évolution des nouvelles missions, ça c'est légitime. Mais on ne va pas à chaque fois négocier une rémunération spécifique sur chaque acte. Non, c'est l'entreprise qui reçoit la rémunération et qui après la répartit en fonction ou d'accords conventionnels ou d'accords à l'intérieur de l'entreprise. Mais qu'est-ce que c'est cette idée? Alors bon, d'ailleurs, ça s'est arrêté au bout de 10 jours. La FSPF n'a pas eu mandat de son conseil d'administration. Le CDC a arrêté cette demande et donc ça va laisser des traces parce que les salariés y ont cru. Et donc ça, c'est jamais bon de faire des choses comme ça. Le problème des locaux. Donc, au débat, et le problème du travail avec les infirmiers, qui fait aussi débat. L'USPO est favorable à ce qu'on travaille avec des infirmiers. Pourquoi on est favorable? Parce qu'on sait que dans des villages, car la pharmacie n'a pas beaucoup de salariés, de mettre 2 salariés, même 2 heures, pour faire le dépistage antigénique peut être difficile. Car une infirmière a un cabinet où elle tourne à 2, ça peut être difficile pour elle aussi, dans ce village, de faire les tests antigéniques. Et donc, s'ils veulent travailler ensemble, mais pourquoi on les empêcherait? Qu'est-ce que c'est cette idée d'empêcher de travailler ensemble? Qu'est-ce que c'est cette idée de dire, ah non, non, il ne faut pas que les infirmières puissent venir travailler à la pharmacie parce que c'est interdit par le Code de santé publique? Oui, bien sûr. Et dans le cas de crise comme le Covid, où on doit relever ce défi, pourquoi ne pas enlever cette interdiction? Que pour ça?
Et alors, il y a des débats qui durent depuis 10 jours en disant oui, mais vous vous rendez compte, machin, les syndicats d'infirmiers qui montent au créneau en disant si on ne le fait pas dans la pharmacie, comme ça les infirmiers en feront plus que les pharmaciens. Mais on est où là? On n'est pas en compétition. Qu'est-ce que c'est cette façon de raisonner? On est là pour relever un défi des trois professions ensemble et pas de façon séparée à celui qui va en faire le plus. Je crois que les syndicats d'infirmiers n'ont pas compris l'enjeu qu'il y avait derrière. Parce que ces prélèvements et ces tests antigéniques, ça va durer. Ça ne va pas se faire que pendant un mois. Ça va être du très, très long terme. Bien évidemment. Donc oui, l'USPO est favorable au travail ensemble. Oui, quand on croit à l'interprofessionnalité, il faut qu'on puisse le faire. Et s'il faut déroger à des règles, eh bien, il faut que les pouvoirs publics prennent ces dérogations. Et ceux qui ne veulent pas le faire, eh bien, on ne les oblige pas à faire. Et ceux qui veulent le faire, il ne faut pas leur interdire cette organisation. Concernant les locaux, donc bien sûr, quand on le fait dans la pharmacie, il n'y a pas besoin d'autorisation. Si on a fait un espace de confidentialité réservé pour les tests antigéniques pendant 2 heures, qu'on a fait attention à la circulation des personnes et qu'on a organisé une zone pour faire ces prélèvements et faire les tests, il n'y a pas de problème. Donc là, ça fait partie du protocole qualité et on regarde si tous les critères sont remplis. Ensuite, si on veut travailler sur une extension de sa pharmacie, Barnum à côté de sa pharmacie, éventuellement l'utilisation de son parking, car on a un parking privé et qu'on veut éventuellement organiser en drive, eh bien, on le signale à l'ARS et je dis qu'il faut aussi peut-être le signaler au Conseil de l'ordre. Donc, il faudra voir avec nos amis de l'ordre pour pas qu'ils soient débordés, mais déjà au moins le signaler, ça me paraît être conforme à l'esprit dans lequel on doit travailler ensemble. Par contre, si on empiète sur le domaine public, il faut être sûr qu'avec la mairie, on se soit mis d'accord. Un petit empiètement sur le domaine public. Par contre, si on fait un barnum qui n'est pas à la même adresse que la pharmacie, là, on doit avoir l'accord par un arrêté préfectoral. Et donc, quelle est la procédure? C'est de contacter l'ARS, parce que c'est l'ARS qui va donner son avis pour que le préfet puisse prendre un arrêté préfectoral. Donc, d'abord contacter l'ARS pour demander l'autorisation et obtenir un arrêté préfectoral. Donc, cet arrêté préfectoral vaut pour le pharmacien qui veut prendre cette initiative pour sa pharmacie, parce qu'il a la possibilité dans un local à côté, qui est pas très loin de la pharmacie, de pouvoir le faire. Et également, ça vaut pour des sites où on mutualise. On voit que de plus en plus de maires ont envie de s'investir dans cette stratégie anti-Covid, mettre en place des lieux où peuvent venir travailler les infirmiers, les pharmaciens, les médecins. Et donc là, bien évidemment, c'est un site de tests antigéniques, c'est un site Covid, un centre Covid de prélèvement de tests antigéniques mis à disposition par le maire et après aux professionnels de santé de s'organiser pour remplir les plages horaires, pour être présents et voir avec ou sur rendez-vous ou sans rendez-vous de pouvoir répondre aux demandes des patients. Et donc là aussi, ça demande évidemment une demande à l'ARS pour qu'on ait un arrêté préfectoral avec la mairie. Et je pense que ça aussi, ça peut permettre, d'abord pour ceux qui n'ont pas de locaux, de pouvoir s'en sortir et de pouvoir proposer ce service avec l'équipe officinale qui s'est formée, qui va aller faire ce travail pendant un temps qu'il a lui-même choisi. Il faut également prévenir son assureur, de préférence. Je pense que son assurance doit être contacté en disant voilà, je vais travailler à l'extérieur de la pharmacie, voilà le personnel qui va travailler pour que voilà puisse le rentrer dans le contrat ou du moment qu'il a été averti, s'il y a quelque chose qui se passe, eh bien ce sera beaucoup plus sur les tests, bien sûr, on délivre les tests par boîte entière aux professionnels de santé, infirmiers et médecins qui réalisent des tests. Et là, on a vu, je dirais, une pratique, un mot d'ordre donné par un syndicat d'infirmiers
en disant allez dans les pharmacies récupérer des boîtes de tests. Oui, mais si tu fais pas des tests, pourquoi tu veux des boîtes de tests? Pas parce que c'est gratuit, que le pharmacien fait l'avance de frais et que c'est remboursé par l'assurance maladie, qu'il faut mettre tout le monde en pénurie. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les demandes ont été fortes, alors parfois légitimes, parce que des professionnels ont déjà démarré, mais d'autres en ont pris parce qu'on ne sait jamais et que le syndicat m'a donné consigne. Et donc là, ça y est, il commence à y avoir des tensions d'approvisionnement. Donc, il faut faire attention à ne pas se faire piller les stocks par une consigne syndicale d'un syndicat d'infirmiers. D'ailleurs, l'assurance maladie va regarder ça de très près. Chaque fois que le pharmacien délivre un infirmier, il le délivre avec son numéro finesse comme prescripteur. Et ensuite, le patient, c'est un patient test Covid. Et au moins, ils verront très vite si ceux qui ont pris des boîtes font des tests. Et on verra s'il y a un écart. Donc, il faut y aller progressivement et qu'il faut être raisonnable dans cette façon de travailler ensemble. Parce qu'à la sortie, c'est quand même le pharmacien qui commande les tests, les achète, les paye, qui fait l'avance de frais. Et lui, l'infirmier, il arrive et il râle en disant mais pourquoi vous ne voulez pas m'en donner 3 boîtes? C'est une boîte par jour par professionnel. Voilà les consignes de l'assurance maladie. Donc, pour la facturation, ne rappelle pas les règles, hein, c'est sur le tableau. Hein, voilà, on vous a mis toutes les règles de facturation pour les tests. C'est une boîte entière. Hein. Si la boîte fait 25, elle fait 25. Si la boîte fait 20, elle fait 20. Mais on déconditionne pas. Concernant, concernant le- la facturation pour les pharmaciens, l'USPO a demandé à ce qu'on soit traité de la même manière et qu'on puisse nous facturer une boîte entière, pourquoi qu'on ouvre une boîte. Comme l'infirmier. L'infirmier, quand il ouvre une boîte, eh bien, c'est le pharmacien qui lui a fait l'avance de frais. Pourquoi le pharmacien n'est pas dans ce cas? Donc, après une semaine de discussion, l'USPO a obtenu qu'on puisse facturer à l'assurance maladie la première boîte que l'on va utiliser. Et après, on facture les tests que l'on réalise à 26 euros. Et ensuite, on facturera pour la boîte suivante à 34 euros. Donc, ça permet voilà, d'amortir un test qui a raté, une boîte qui ne sera pas finie, etc. Mais l'USPO n'a pas pu obtenir plus que ça. Donc, vous avez le droit de facturer une boîte au démarrage et ensuite, vous faites les tests à 26 euros. Et ensuite, vous, chaque fois que vous ouvrez une nouvelle boîte, eh bien là, vous facturez votre acte avec le test en incluant le coût du test, donc 30. Vous avez remarqué que, et ça nous l'avons obtenu, c'est qu'on puisse distinguer l'acte de prélèvement, le test réalisé avec ou sans prélèvement, et ensuite le coût du test lui-même. Ça permet, si vous travaillez avec une infirmière et que l'infirmière fait le prélèvement et que vous réalisez le test, eh bien, de ne pas avoir de transaction financière entre l'infirmier et le pharmacien. L'infirmière pourra facturer pour ce patient le prélèvement à 9,80 €, comme elle le fait d'ailleurs pour les laboratoires de biologie, et le pharmacien nous dire, moi je n'ai fait que le test, l'annonce et l'enregistrement, et c'est pas 26 euros, 16,20 €. Voilà. Donc, ça permet de s'organiser entre nous sans qu'il y ait des accords sur la répartition de la rémunération. Sur la fiabilité des tests, on voit qu'aujourd'hui, des laboratoires envoient des courriers aux médecins pour dire attention, les tests antigéniques ne sont pas fiables. C'est de la désinformation. Et donc, je pense que ça peut être condamné de critiquer les tests ou la réalisation des tests par les infirmiers ou par les pharmaciens. Il faudra qu'on récupère ces courriers, on va voir s'ils ne sont pas, ne peuvent pas faire l'objet d'une procédure judiciaire. Parce que franchement, écrire que les tests antigéniques, il faut faire attention, ils ne sont pas fiables, contredire l'avis de la Haute Autorité de Santé, contredire les arrêtés, pour des intérêts qui leur sont propres. Ça, c'est totalement inadmissible. Aujourd'hui, il y aura de la place pour tout le monde, pour les laboratoires qui vont être débordés,
pour les autres professions de santé qui vont être débordées dans cette période de crise, avec un enjeu majeur qui est l'accès aux tests le plus vite possible. Et pas des combats d'arrière-garde comme on les a aujourd'hui avec des propos inappropriés de la part de directeurs de groupes de laboratoires qui sont plus aujourd'hui liés à des intérêts financiers qu'à des intérêts comme nous, d'un professionnel de santé qui exerce seul, comme avant les laboratoires, c'était un professionnel de santé. Maintenant, c'est des groupes financiers. Donc, je trouve ça totalement inapproprié comme propos. Les déchets. Les déchets, eh bien, nous allons pouvoir, comme vous l'a expliqué Pierre tout à l'heure, mettre les déchets des tests antigéniques avec un accord avec Dasri, dans Dasri. Donc, vous allez pouvoir ou les mettre dans une boîte jaune ou le mettre directement dans le carton jaune quand c'est la cassette. Et voilà, il y a un accord pour cette année pour la récupération des tests antigéniques par la filière Dasri. Concernant les EPI, les équipements de protection individuelle, masques, gants, surdouze, charlots, on attend un avis du Haut Conseil de la santé publique. Et ce que l'on pressent, c'est que ces déchets, comme sur l'avis précédent du Haut Conseil de la santé publique, ne sont pas des déchets à risque. Ils ne sont pas dans la filière Dasri. Et donc pourront être mis comme le masque aujourd'hui dans une poubelle, dans un sac poubelle, fermé pendant 24 heures et remis dans un autre sac poubelle comme vous le faites pour vos masques que vous utilisez à l'officine. Donc dès qu'on aura le protocole, parce que ça va être très important, le protocole d'enregistrement sur la base de CIDEP, nous allons nous faire parvenir, parce que là aussi, il faudra que vous ayez accès à un tutoriel, parce que pardon, ce ne sera pas très compliqué pour le faire correctement, parce que l'enjeu est majeur. L'enjeu, c'est connaître les résultats du dépistage France entière, région par région, et la conséquence pour la personne, et la conséquence pour son entourage direct ou indirect. Concernant les patients qui ne sont pas éligibles aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de faire les tests pour les patients contacts. Pour l'USPO, c'est une aberration. Mais c'est comme ça. Donc, quelqu'un qui vient en disant « je suis patient contact déclaré par l'assurance maladie », aujourd'hui, ces patients contacts ne sont pas accessibles aux tests antigéniques. J'espère que ça va changer très vite. Et pour l'instant, ce n'est pas autorisé. Je vous rappelle que les patients contacts, la stratégie pour l'instant pour faire des PCR, c'est si vous vivez dans la même famille, vous pouvez vous dépister de suite, et après vous devez vous dépister dans 7 jours. Pour ceux qui ont été en contact, parce que on a bu un coup ensemble, on a partagé, on a travaillé ensemble, eux, le dépistage doit se faire en PCR au bout de 7 jours. Et pour l'instant, on n'est pas concerné. Quand vous avez fait le test, vous devez remettre un document au patient. Ça, dans tous les organismes de formation qui vous forment aujourd'hui, vous avez ce document. Il est aussi disponible sur le site de l'USPO. Et pour les EHPAD, donc c'est très clair. Les EHPAD aujourd'hui pour les personnes âgées, c'est des PCR. Pour le personnel des EHPAD, vous pouvez être sollicité par l'agence pour savoir si ce personnel est éligible, elle peut continuer à travailler ou pas continuer à travailler. Par contre, des EHPAD, parfois vous demandent de vous fournir des tests. Donc, ils confondent souvent PCR et tests antigéniques. En rupture de faire les tests PCR, de faire les prélèvements. Donc attention, quand vous avez ce type de sollicitation, des tests ont été achetés par l'État pour les fournir aux hôpitaux, les tests antigéniques, et également pour les fournir aux EHPAD. Donc attention, ce n'est pas aujourd'hui prévu. Ils doivent être fournis plutôt par l'État pour les tests antigéniques. Et parfois, ils sont en difficulté parce qu'ils n'arrivent pas à dépister le personnel, parce qu'ils n'ont pas le matériel qui a été fourni par le laboratoire, parce que le laboratoire aussi fait un rupture de stock pour les outils de prélèvement.
Juste dire que les tests antigéniques sont aujourd'hui très fiables, comme tu l'as dit. C'est tant en spécificité qu'en sensibilité, ce sont des tests qui sont très très fiables. On a un classement des tests qui a été fait par la PHP. La PHP a testé différents tests et c'est important, nous, de référencer des tests qui sont fiables et pas n'importe quel test. Et on se rend compte que dans les tests qui sont faits, la qualité du prélèvement est fondamentale. Il est important que chaque personne qui va prélever ait eu une formation pour ne pas faire un prélèvement qui soit pas bon et du coup rendre un résultat mauvais. J'ai connaissance d'un pharmacien qui a présenté tous les symptômes du Covid, une image scanner Covid, 2 PCR négatives et le test antigénique positif. Donc vous voyez, la spécificité du test est très importante. Et l'autre chose qui est fondamentale aussi pour ces tests, c'est la rapidité. On rend des résultats très vite. Donc il faut les faire, il faut y aller, mais pas n'importe quel test et pas n'importe quel prélèvement. Ok. Et puis, il y a deux laboratoires français. Je le dis clairement, quand on doit défendre aujourd'hui l'économie du pays, voilà, quand on a le choix, bah, c'est un vrai choix de soutenir l'économie du pays parce qu'on va en avoir besoin et ça va être très dur de se remettre de cette période pour l'ensemble des entreprises.